Mais pour ajouter à la confusion, la rétention de sûreté est aussi un traitement médical. Traitement médical, socio-médical, socio-médico-judiciaire, on ne sait pas très bien, mais autre chose qu'un enfermement sanction. Selon le texte, il s'agit de placer la personne intéressée, je cite, dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée de façon permanente une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention. Le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment de traitement des troubles de la personnalité ou du comportement. Sur ce point, le consensus des experts est total. À la différence de la maladie mentale, il n'existe pas de définition incontestable des troubles de la personnalité ou du comportement sexuellement déviant. Les traitements existants procèdent d'un empirisme total et leurs résultats sont aléatoires. C'est particulièrement vrai des personnes visées par le texte qui assument largement leur comportement et refusent d'en changer. Le professeur Jean-Louis Senon constate, je le cite, « le désarroi du monde judiciaire comme sanitaire face aux problèmes posés par les personnalités pathologiques de type psychopathique qui ne trouvent pas de réponse sanitaire, pas plus que sociale, éducative ou pénitentiaire adaptée et qui interpellent la justice par leurs récidives comme par leurs troubles graves de comportement, notamment dans les institutions pénitentiaires. » Conclusion de notre rapporteur, les personnes atteintes de troubles graves de la personnalité ne sont pas, en l'état actuel des connaissances, selon une majorité de psychiatres, susceptibles de soins. Même au Québec, qui s'est doté depuis longtemps de moyens intellectuels, en personnel et matériel, sans commune mesure avec la France, le pragmatisme, pour ne pas dire le bricolage, est de mise. Les résultats du traitement des délinquants sexuels en général n'y sont pas probants et pour les délinquants sexuels dangereux, inexistants. Le centre pénitentiaire de la Macasa avance un taux de réitération des délinquants sexuels traités de 8% pour un taux français de 13,5%. Mais à l'Institut Pinel, on nous a donné, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, un taux de 15%. Selon le criminologue américain Hanson, rien ne prouve que les délinquants sexuels bénéficiant d'une prise en charge récidivent moins que les autres. Au Québec, seuls 2 délinquants sexuels dangereux sur 38 ont été remis en liberté, d'ailleurs pour cause de vieillesse. C'est le signe que les traitements n'ont eu aucun effet sur eux. On est loin des espoirs suscités par une imminente révolution des neurosciences. Peine, la rétention de sûreté n'a pas grand intérêt. Mesure de police, elle n'est pas compatible avec notre ordre juridique. Mesure de soins, son efficacité reste à prouver. Pour le moins, selon la formule de notre rapporteur, la rétention de sûreté présente un caractère très novateur. Quatrième question, que signifie mesurer la dangerosité? Toute la fiabilité du dispositif dépend de celle de l'évaluation de la dangerosité et elle est problématique. Définir la dangerosité reste une entreprise malaisée tant les approches de cette question sont multiples et parfois contradictoires, nous dit encore notre rapporteur. La définition de la dangerosité criminologique posant problème, celle de son évaluation en pose encore plus, même là où elle est le mieux faite. Je regrette de n'avoir pas le temps de traiter des méthodologies mises en œuvre, car c'est dans le détail qu'est le diable. Je me bornerai à constater que la fameuse approche pluridisciplinaire signifie en fait bricolage avec les moyens du bord. On prend tous les instruments à sa disposition sans qu'on sache s'il y a cohérence entre eux. On est prudent et modeste, nous a dit le directeur du centre Pinel. On ne peut plus conscient des limites de ce que son équipe peut donner. Car, et je voudrais attirer votre attention là-dessus, la dangerosité n'est pas une grandeur physique et son évaluation résulte d'un calcul de risque. Cela signifie quoi? Eh bien, cela signifie premièrement que le classement dans la catégorie dangereux dépend non seulement du niveau de risque accepté, mais aussi de l'importance des dégâts potentiels. Il résulte d'un arbitrage entre probabilité de récidive et horreur de ses conséquences. Ainsi, au Canada, les taux de classement varient de 1 à 5 selon les provinces, ce qui signifie que l'exceptionnel est à géométrie variable. Deuxième conséquence, eh bien, c'est qu'il n'y a aucune certitude, ni qu'un individu classé dangereux passe réellement à l'acte, ni que les autres ne récidivent pas. Selon l'exposé des motifs, la rétention de sûreté ne pourra s'appliquer que de façon exceptionnelle, dans des cas d'une particulière gravité. Elle ne devrait concerner chaque année, nous dit encore l'exposé des motifs, qu'une dizaine à une vingtaine de condamnés. Soit ramener à la population
le taux québécois 12,3. Dans le rapport, cependant, il est question de 58, soit 5 fois plus. En Allemagne, l'équivalent de la rétention de sûreté, limité d'ailleurs dans le temps, touche 350 personnes, soit un équivalent de 290 personnes pour la France. Passer de 10 à 60 et de 60 à 300, c'est changer la nature de la mesure et c'est augmenter de façon exponentielle le risque d'ôter à tort la liberté à quelqu'un et de multiplier les outreaux silencieux dont nous nous préoccupions dans cette même Assemblée, je vous le rappelle, il y a moins d'un an. Le directeur du Centre Pinel, après qu'il nous eut indiqué que 15% des délinquants sexuels récidiveraient, nous a posé la vraie question. Faut-il aussi incarcérer les 85% qui ne récidivent pas pour faire cesser toute récidive? Ce qui m'amène à ma 5e question, ce sera la dernière. En n'acceptant plus les risques de la liberté à laquelle nous préférons de plus en plus la sécurité, quel type de société construisons-nous? Pas un totalitarisme au sens classique, même s'il y a bien des affinités entre le désir profond de sécurité qui travaille nos sociétés et celui-ci. L'origine de la législation allemande nous le rappelle, mais c'est autre chose qui est en train de se jouer. Aujourd'hui, disait déjà Michel Foucault, le rapport d'un État à la population se fait essentiellement sous la forme de ce qu'on pourrait appeler le pacte de sécurité. L'État qui garantit la sécurité est un État obligé d'intervenir dans tous les cas où la trame de la vie quotidienne est trouée par un événement singulier, exceptionnel. Du coup, la loi n'est plus adaptée. Du coup, il faut bien ces espèces d'interventions dont le caractère exceptionnel, extralégal, ne devra pas apparaître du tout comme signe de l'arbitraire, mais au contraire d'une sollicitude. Ce côté de sollicitude omniprésente, c'est l'aspect sous lequel l'État se présente aujourd'hui. C'est cette modalité-là du pouvoir qui se développe. Toute la question politique qui nous est posée et le prix à payer en termes de liberté et de démocratie, d'autonomie personnelle, de sociabilité pour cette société de sécurité qui se construit sous nos yeux et dont, Madame la garde des Sceaux, vous nous avez vanté les mérites. Totalitarisme mou d'un genre tout à fait nouveau où le peuple est à lui-même son propre tyran. Toutes ces questions en suspens valent bien un retour en commission. Je vous remercie d'y penser. Merci. S'il n'y a pas d'orateur contre la motion, la parole est à Monsieur le rapporteur, Monsieur Le Cerf.